David, merci de nous avoir rejoints sur la chaîne de Rod Vekelim. Merci d'avoir pris le temps en plein mois d'août, qui est un mois très chargé pour vous, mais on va en reparler tout de suite, d'avoir pris le temps. Cette semaine, on va fêter quelque chose qui n'est pas commun quand même. On va fêter un événement qui a été le Big Bang des Juifs dans cette partie de l'histoire. C'est le premier congrès sioniste mondial. Mais avant de rentrer dans le texte, David, j'aimerais vous présenter un petit peu parce que certains de nos auditeurs, très peu, j'en suis sûr, ne vous connaissent pas encore. Notre invité est né en 1965 dans la région parisienne, grandi dans un cadre à la fois éducatif et engagé, notamment chez les éclaireurs israélites de France, les EIF. 18 ans, après son baccalauréat, David a fait son alia et a rejoint Israël, fait son service militaire. Vous me confirmez, hein, si je me trompe, vous me coupez. Hein. Jusqu'à là, tout va bien. Étudie 6 années à la yeshiva, obtenant parallèlement un diplôme d'enseignement en Bible et en Talmud. Ensuite, s'investit énormément dans l'enseignement aux nouveaux immigrants de l'ex-URSS, avant de participer à la création de la yeshiva de Har Bracha. Alors, j'ai été très, très surpris de ça, parce que la yeshiva de Har Bracha, aujourd'hui, c'est une institution. La yeshiva Tesder, la yeshiva militaire. Hein. La yeshiva Tesder, avec le Rav Melamed. Eliezer, absolument. Exactement. Ensuite, votre parcours vous mène au journalisme radiophonique, à la recherche universitaire, jusqu'à une mission de 2 ans pour le KKL. Donc, ce sera l'occasion aussi pour nous de parler du KKL dans cette vidéo. Après des études de droit à l'université hébraïque de Jérusalem, vous avez finalement choisi de suivre votre véritable vocation, j'allais dire celle de guider. Vous êtes diplômé du ministère du Tourisme. C'est un métier qui vous permet de transmettre l'histoire. En fait, c'est un peu tout le résumé de votre vie. En fait, c'est de l'histoire, de la Torah, de l'information. Enfin bref, extraordinaire. Moi, j'adore les parcours comme les vôtres parce que voilà, vous êtes des gens passionnants. Et bon, sur le terrain, ça qui est bien, c'est sur le terrain. Exact. C'est pas que de la parole, et ça, moi, j'aime bien. Vous êtes aussi auteur de très nombreux ouvrages. Et je pense qu'il va falloir qu'on en parle aussi un petit peu. Où là-bas, en fait, on retrouve un petit peu tout aussi ce que vous avez vécu, votre vie, vos réflexions, etc. J'ai ici 3 livres que vous avez écrits, par exemple. Je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, c'est 3 livres que vous avez écrit. Je préviens nos téléspectateurs, téléspectatrices que vous retrouverez, Bezrat Hashem, le lien pour retrouver les livres, pour acheter les livres de Monsieur Shapira en description, Bezrat Hashem. Mais avant de commencer, j'aimerais vous laisser la parole, David, pour vous présenter de vous-même, parce que moi, je présente, c'est-à-dire j'ai des informations que je prends, que je mets dans un texte, mais en général, quand les gens se présentent d'eux-mêmes, ils amènent des choses que moi, j'aurais jamais pu trouver sur Internet ou sur ce que je sais de vous. C'est très délicat parce que vous savez que le Talmud dit qu'un boulanger ne peut pas apporter un témoignage sur sa pâte, la pâte qu'il fait. C'est très difficile de se juger objectivement. J'ai toujours essayé d'être un juif honnête. J'aime bien toujours raconter que j'adore pouvoir me regarder dans une glace le matin, dans un miroir, en train de me laver les dents et ne pas avoir honte. Alors, on a un petit problème de réseau. J'espère que c'est pas de ma part, que c'est... Alors, est-ce que vous m'entendez, les amis? Vous êtes en direct. Est-ce que vous m'entendez? C'est les aléas du direct. Oui, je disais que j'étais un juif qui essayait de pouvoir se regarder le matin quand je me brosse les dents devant un miroir, ne pas avoir honte du bilan de ce qu'on a fait, bien qu'encore une fois, je disais aussi que c'est très difficile de se juger soi-même. Mais j'ai essayé de suivre un parcours qui était honnête, et ce qui m'a amené surtout à Israël, puisqu'on va parler ce soir du sionisme, bien c'est le fait que toute ma famille d'origine ashkénaze qui avait été décimée pendant la guerre et qui avait été décimée grâce aux causes du concours de policiers français. Et je me disais, c'est pas normal que après 19 siècles, 20 siècles, nous ayons réussi à construire un pays, et pourquoi les Juifs restent encore en diaspora, et qui nous donne, encore une fois, qui nous assure que la France, un jour,
pour des circonstances historiques, ne se retournera pas non plus contre nous, les Juifs, parce qu'il y aura une défaite ou une crise économique ou autre chose. Donc, je n'avais plus confiance, en fait. Alors justement, en parlant de la France, on va parler d'un événement qui a tout changé, j'allais dire presque, c'est l'affaire Dreyfus. Je remonte au sionisme à travers la personne qui a incarné ce sionisme dans ses débuts et qui continue encore aujourd'hui de l'influencer. C'est bien sûr, vous l'aurez reconnu tous, j'imagine, c'est Théodore Herzl, ici au premier congrès sioniste mondial. Théodore Herzl, moi je vous fais un petit résumé, vous me dites si je me trompe. Théodore Herzl voit l'affaire Dreyfus, comprend que les Juifs n'ont pas d'avenir en Europe, qu'il leur faut une terre d'accueil pour survivre, parce qu'il sent que les choses peuvent tourner très très mal. Et lui tout seul va décider, il y a 128 ans maintenant, d'envoyer des lettres à des dizaines de représentants de communautés, de rabbins, de formations de juifs, d'intellectuels juifs, et de les inviter à ce premier congrès sioniste mondial. Moi, j'ai une question déjà qui me saute à la tête, c'est comment une personne individuelle peut imaginer changer autant le monde. Bon, David, vous êtes le produit ou le fruit de choses qu'on vous a racontées qui ne sont pas tout à fait inexactes, mais elles ne sont pas tout à fait, c'est pas précis. C'est pas précis. On est là voilà. pour ça. Bon, d'abord, il faut reprendre juste très, très rapidement, je ne vais pas faire un cours d'histoire, on n'est pas là pour ça, mais il faut reprendre les événements un petit peu avant. Quand je dis un petit peu avant, je parle de l'année 1881, donc 14 ans, même 16 ans avant le premier congrès sioniste, avec l'assassinat du tsar Alexandre II, qui a eu pour conséquence un déferlement de pogroms dans le sud de la Russie, des pogroms très célèbres en 1881 et 82, qu'on a appelés les tempêtes du désert. Dans le judaïsme russe, il y avait une petite partie, ce n'était pas la majorité loin de là, de juifs qui désiraient être émancipés, donc russophones évidemment, qui désiraient être émancipés comme l'avaient été les Juifs de France en 1791, et qui espéraient que les Juifs pourraient s'intégrer dans la société russe. Mais à place de cela, ils sont témoins de pogroms terrifiants qui sont aussi cautionnés et qui sont aussi incités par le ministère de l'Intérieur russe et la police du tsar qui participe, qui encourage les habitants à se ruer dans les quartiers juifs. Et là, vous avez un médecin qui s'appelle le docteur Yehuda Léon Pinsker, qui comprend que l'émancipation en Russie, c'est pas possible, ça ne marchera pas, c'est pas le modèle français. Le tsar, c'est un gouvernement autoritaire, il comprend rien, et de toute façon, il n'est pas intéressé à ce que les Juifs s'intègrent dans son pays. Et il écrit un livre qui s'appelle Auto-émancipation, où il préconise pour les Juifs, la seule solution, c'est ne pas attendre l'émancipation d'un gouvernement d'un gouvernement russe, mais prendre son sort en main, son destin en main, et essayer de s'émanciper soi-même. Herzl dira plus tard, lorsqu'il va écrire l'État juif, que s'il avait lu l'auto-émancipation, il n'aurait pas écrit son livre, parce que c'est une répétition, en fait, quasiment. Mais Herzl ne l'avait pas lu, il ne l'avait pas eu dans les mains. Vous voyez, donc Herzl, ce n'est pas le premier, et vous mettez Herzl en avant comme si c'était l'originel. Mais non, pas du tout. Avant Herzl, il y a des groupes d'étudiants qui se forment autour de Yehuda Léon Pinsker, qu'on appelle les Amants de Sion, Chovevei Tzion ou Chibat Tzion, c'est un mouvement qui compte énormément d'étudiants russes qui, pour des raisons d'antisémitisme à cause d'un numerus clausus, ne peuvent pas s'inscrire dans les universités et vont s'inscrire, émigrent à Berlin, à Vienne, à Paris, et vont s'inscrire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que bien avant l'affaire Dreyfus et bien avant le congrès de Bâle que vous avez évoqué, il y a déjà beaucoup de sionistes, des jeunes qui ont compris, je parle surtout de Russie, qui ont compris qu'ils n'ont aucun avenir et qu'ils doivent trouver eux-mêmes le moyen de s'émanciper. Maintenant, j'en reviens à Herzl. Herzl, lorsqu'éclate l'affaire Dreyfus en octobre, le 15 octobre 1894, c'est le jour de son arrestation, du capitaine, le lundi 15 octobre,
Herzl a 34 ans. Herzl a connu des expériences avant antisémites. J'essaie peut-être de remettre la vidéo. Comme oui, ça, exactement, c'est ce que j'allais vous demander. Plus sympathique. Herzl a déjà connu. Herzl, à l'âge de 22 ans, en 1882, lit un livre d'Eugène Düring, c'est un Allemand, qui écrit en allemand, le livre n'a jamais été traduit, et qui s'appelle Lecture sur la question juive, où Eugène Düring, il a 22 ans, parle, voilà, si vous pouvez mettre votre téléphone sur silencieux, c'est très sympathique. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Et il lit un livre d'Eugène Düring qui parle de la condition juive et qui dit, entre autres, je lis une phrase de ce livre, le massacre et l'extermination est le seul moyen de détruire le judaïsme. Seule la terreur et la force brute peuvent venir à bout des juifs, ces étrangers parasites. Il n'y a pas de place sur terre pour les juifs. Ça, dans ce livre que Herzl lit, il est extrêmement choqué. Il a 22 ans. Il a 22 ans. On est encore très, très loin du congressionniste. Un an plus tard, lors de la mort de Wagner, de Richard Wagner, le compositeur antisémite, Herzl est membre d'un mouvement étudiant qui s'appelle Albia. Il assiste à une cérémonie et là, il entend encore une fois des discours antisémites. Il est choqué. Au moment où il y a aussi l'affaire Dreyfus, Herzl habite à Vienne depuis l'âge de 18 ans avec ses parents. En 1895, un maire qui s'appelle Karl Lueger est élu pour la 4e fois, alors qu'il a été invalidé 3 fois par l'empereur d'Autriche-Hongrie, austro-hongrois. Un maire, Karl Lueger, est élu sur un programme antisémite. Il va rester des années à la tête de Vienne sur un programme antisémite. Et Herzl adore Vienne, la culture allemande, il est choqué. Et vous avez raison de dire que l'affaire Dreyfus a influencé aussi Herzl dans son obsession de trouver une solution au peuple juif. Mais l'affaire Dreyfus, et je parle surtout du 4 janvier 1895, la cérémonie de la dégradation du capitaine Dreyfus, bien sûr. Il y a les 20 000 Français qui crient juifs, etc. Il y avait 1000 participants. C'était un samedi matin à 8h30. Il neigeait. Parmi les 1000 personnes devant les grilles, il y avait 250 journalistes. Et la foule qui était là criait « Mort à Judas, mort aux traîtres ». Et maintenant, Herzl assiste à cette cérémonie de dégradation parce qu'il est journaliste. Il est journaliste d'un journal qui s'appelle la Neue Freie Presse. Et il rentre dans son hôtel et on peut dire aujourd'hui, et c'est dans ses écrits, c'est dans son journal intime, l'affaire Dreyfus, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est pas l'affaire qui l'a bouleversé parce qu'il y a d'autres affaires et d'autres publications. Et vous savez, Herzl était en contact aussi avec Édouard Drummond, qui a écrit La France juive, qui était je dirais pas l'apôtre, mais le pape de l'antisémitisme, et qui avait trouvé l'idée d'Herzl, le sionisme, une bonne idée pour que les Juifs partent de la France et s'installer ailleurs. Donc, oui, l'affaire Dreyfus, c'est la goutte d'eau, effectivement, et le grand mystère que les historiens n'ont jamais résolu jusqu'à ce jour-là, c'est comment Herzl en est venu à l'idée du sionisme. Ça, on n'a pas une réponse claire et définitive, parce qu'Herzl avait pensé à d'autres solutions, notamment il avait imaginé la conversion des Juifs au christianisme, il avait écrit même une lettre au pape, qui restait sans réponse. Il avait imaginé une adhésion des Juifs au socialisme, tous les hommes sont égaux dans le socialisme de l'époque, sauf qu'il y avait beaucoup de socialistes qui étaient antisémites parce que Rothschild, c'était la fortune, l'argent, etc. Et il se tourne vers le sionisme. Mais ce sionisme-là existait. Il y avait des étudiants sionistes avec lesquels il était en contact. Alors là, vous avez raison, David. Là, maintenant, je vais répondre à votre question. Là, je vais en venir. C'est que, effectivement, il y avait beaucoup d'associations d'étudiants sionistes à gauche et à droite dans le monde. Mais là, la grandeur d'Herzl, c'est qu'il a pris tous ces gens-là et il a pris cette idéologie-là et il a su l'organiser. Le génie d'Herzl, c'est transformer une idée en organisation politique. Maintenant, comment on est arrivé au Congrès ? Il y a 2 paramètres. Tout d'abord, quand Herzl a commencé à penser au sionisme, il avait une idée très simple et très claire, David, très claire. Il s'est dit, la Palestine appartient à l'Empire ottoman,
L'Empire ottoman est en décadence et a des dettes terribles. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, je crois qu'il était un peu naïf, c'est que je vais aller voir des grands philanthropes juifs, notamment le baron le plus riche du monde, le baron Maurice de Hirsch, et puis après le baron Edmond de Rothschild, et je vais leur dire la chose suivante. Il leur a dit, je leur ai dit, s'il vous plaît, prenez mon projet, je vous laisse, vous serez vous les présidents de mon projet, achetez, on va négocier avec de l'argent la province de la Palestine au sultan ottoman, vous achetez cette province, et après on amènera les juifs, les schnorrers, et après vous nous aiderez à les financer pour qu'ils puissent un jour travailler, etc. C'était très simple comme programme. Juste prendre contact avec le sultan, négocier pour une somme conséquente, puisqu'ils étaient en déficit, ils avaient des dettes économiques terribles, l'Empire ottoman, négocier le prix, on va acheter cette province et on va dire aux Juifs persécutés de venir parce qu'ils sont toujours mieux, même dans une pauvreté en Palestine, qu'en Russie où ils sont pogromisés. Quand Herzl commence ses premières rencontres avec ces deux personnalités, le baron Maurice de Hirsch et le baron Edmond de Rothschild, il se fait jeter comme un mendiant, comme un fou. Les gens le prennent pour un dingue. Et d'ailleurs, le baron de Rothschild réprimande celui qui l'a amené, c'est le rabbin Zadok Khan, le grand rabbin de France. Il a dit, qu'est-ce que tu m'amènes un fou pareil? Avec des idées comme ça, j'en ai des quinzaines qui viennent dans mon bureau, dans ma banque, avec des idées complètement folles. Et la grandeur d'Herzl, on oublie toujours, c'est Herzl a été correspondant, journaliste à Paris, il était correspondant de l'Assemblée nationale française. Pendant 4 ans, il siège à l'Assemblée nationale, il a écrit d'ailleurs un livre sur ses sentiments, sur tout ce qu'il a vécu au sein de l'Assemblée nationale. Un livre qui est pas très intéressant parce que maintenant, c'est un peu dépassé, mais il raconte tout ce qu'il a vécu et les séances, etc. Et il va prendre comme modèle l'Assemblée nationale française, l'Assemblée, et il va dire, je vais faire une Assemblée nationale juive. C'est ça. C'est aussi un conseil de Zadok Khan. Mais il prend comme modèle l'Assemblée nationale française, et là, il a ce génie de commencer à organiser le congrès. Ça n'a pas été facile, vous savez. Vous dites Herzl était pris pour un malade, pour un fou, pour un danger. D'ailleurs, à tel point qu'à un moment, Herzl, on lui conseille de consulter un psychiatre. Il n'y avait pas de psychiatre à cette époque-là. Il y avait des médecins qui s'intéressaient à la psychologie, à la psychiatrie. Et il va voir un médecin hongrois qui est à Paris depuis une quinzaine d'années, qui s'appelle Max Nordau. Et pendant 3 jours, Herzl va lui parler de son projet. Nordau se tait. Et à la fin des 3 jours, une consultation qui dure 3 jours, Herzl demande à Nordau, alors je suis fou vraiment, comme les gens me regardent comme si j'étais un fou, et je suis le seul à ne pas m'en rendre compte. Et Nordau lui dit, non seulement vous n'êtes pas fou, mais vous avez trouvé votre bras droit, votre aide. Et Nordau ne quittera jamais Herzl jusqu'à la mort d'Herzl. Donc ce n'était pas si simple. Le génie, c'est l'organisation politique. C'est un grand organisateur. Voilà. Et il a mis les structures du futur État juif. Mais justement, à comment, et je pense qu'il faut qu'on s'arrête de mettre sur ça, comment un humain normal, qui oui, peut s'imaginer avoir une destinée, etc., s'est dit, je vais créer un pays qu'on attend depuis 2000 ans. Et je vais être le bâtisseur, la première pierre de ça. On se rappelle la première phrase, la phrase très connue de Theodor Herzl à Bâle, j'ai fondé l'État juif. C'est une vision géniale ou est-ce que c'est un coup de communication extraordinaire? C'est-à-dire que, est-ce qu'il s'imagine vraiment, ça c'est ma première question, à être vraiment là en train de fonder l'État juif? Et deuxième question, par rapport à ce que vous avez dit juste avant, c'est tout le monde le prenait pour un fou, mais moi, quand je vois les photos comme celle-ci du premier congrès sioniste, il y a du monde. Ça veut dire que les gens sont là quand même. C'est-à-dire que si demain un fou m'appelle et me dit David, viens, on fait un Sanhedrin, je vais dire écoute, t'es mignon, mais pas maintenant. Et comment on en arrive à ce que d'un côté le projet soit aussi fou et d'un autre il arrive à faire bouger du monde? Tout d'abord, l'idée du Sanhedrin, vous ne serez pas pris pour un fou parce que, pour ayant connu personnellement le Rav Shlomo Goren, Zatzal, il voulait lui aussi reconstituer le Sanhedrin et il n'a pas été considéré comme un fou. Mais en revenant maintenant à Herzl. Herzl, vous savez, il a été éduqué par une mère
qui croyait en lui, qui croyait qu'il serait un genre de messie, qu'il allait libérer le peuple juif. Une mère juive. Une relation avec une mère juive, une relation très particulière avec sa mère. Et la seconde réponse à votre question, c'est qu'Herzl était comme beaucoup de ses contemporains, beaucoup de juifs d'ailleurs qui étaient assimilés et assez loin de la tradition juive, étaient obsédés par une question qui s'appelle la question juive. La question juive, c'est une question qui obsède les juifs depuis le début de leur émancipation en France, c'est-à-dire comment les juifs peuvent devenir des gens heureux et utiles, parce qu'ils étaient malheureux avant dans des ghettos, avant qu'ils soient émancipés, et toute la question est de savoir comment améliorer le sort des juifs. Et c'est une question qui est une question que tous les juifs se posent durant le 19e siècle, jusqu'à Hitler qui se posera aussi la question comment résoudre, entre guillemets, la question juive. C'est une question qui est inhérente, qui est une obsession. Et Herzl, comme je vous l'avais dit auparavant, avait cherché des solutions pour essayer d'améliorer le sort du peuple juif, notamment le sort de ces pogroms, car ce sont ces pogroms qui ont choqué, des pogroms absolument affreux avec des descriptions terribles, non seulement des morts, on ne sait pas combien, mais des blessés, et puis il y a des survivants qui arrivent dans les pays européens et qui racontent en détail ce qui se passe. Donc tout ça, ça préoccupe énormément des gens qui sont avancés intellectuellement, qui sont intégrés dans leur société, que ce soit allemande ou française, et des gens comme Adolphe Crémieux, comme Moses Montefiore, comme la famille Rothschild, s'engagent dans des combats pour essayer d'améliorer le sort malheureux des Juifs. Il y a l'affaire Mortara en 1858, il y a l'affaire de Damas où un prêtre disparaît en 1840. Et tous ces grands Juifs s'engagent pour essayer de trouver une solution. Et la solution qui est trouvée en France, c'est l'émancipation, essayer d'émanciper les Juifs grâce à la culture française et la création de l'Alliance israélite universelle, etc., etc. Et Herzl, lui, pense au sionisme comme une solution. Et encore une fois, il n'était pas le seul. Je vous rappelle qu'en Russie, Léon Pinsker avait pensé la même chose. Alors, il l'a écrit, Pinsker, mais Pinsker n'avait pas ce don de l'organisation. Il n'avait pas cette faculté, il n'avait pas la vision d'une assemblée. Mais c'est un coup de poker. Vous savez, le premier congrès sioniste, vous dites qu'il y a beaucoup de monde, je ne me rappelle plus les chiffres, mais ça ne dépassait pas les 200. Après, il y a eu encore beaucoup plus de monde. Mais Herzl est constamment critiqué. Regardez, si vous achetez un livre très intéressant d'un historien peu connu qui s'appelle David Shapira, ce livre s'appelle « Les 12 autres idées reçues ». J'ai écrit un chapitre sur le thème « Le sionisme » a été une idéologie favorablement accueillie, entre guillemets, évidemment. Je parle des Juifs. Je vous lis un article qui a été écrit en 1897 dans la presse juive française. C'est un article un peu ironique qui s'adresse à Herzl. C'est quelques lignes, hein, je ne vais pas lire longtemps, mais Herzl a oublié de nous dire ce qu'il comptait faire de la population arabe de Palestine, déjà à l'époque, en 1897. Devra-t-elle se retirer devant le flot de nouveaux arrivants et émigrer à son tour vers quelques terres inconnues? Sera-t-elle contrainte ou autorisée, sera-t-elle au contraire autorisée à demeurer dans ses pénates et quelle sera dans ce cas sa situation? La considérera-t-on comme étrangère au pays où elle est née? Mais alors vous la dépouillerez de sa nationalité et vous la condamnerez elle-même à l'intolérable sort dont vous voulez délivrer les Juifs de certains pays d'Europe. Si au contraire vous décidez qu'il n'y aura aucune différence de traitement entre les anciens et les nouveaux habitants, que les uns et les autres seront les citoyens de la même patrie et jouiront des mêmes droits politiques, civils et économiques, alors vous n'aurez pas reconstitué la nationalité juive, vous n'aurez pas fondé un État juif, mais vous aurez tout simplement créé un État semblable à beaucoup d'autres États modernes où plusieurs confessions religieuses peuvent vivre côte à côte, mais aucune d'entre elles n'a la prééminence. Qui nous garantit que les Juifs ne seront pas en minorité dans le nouvel État et ne souffriront pas de nouveau de cet antisémitisme qu'ils avaient voulu fuir? Et ne serait-ce pas une folie que de leur faire abandonner leur patrie s'ils s'exposent aux mêmes mots, MAUX, dans la patrie nouvelle? Un article de 1897, vous voyez, qui pose déjà la question de qu'est-ce qu'on va faire avec la population arabe qui est sur place. Si on leur donne les pleins droits, ils seront majoritaires en nombre, et donc on n'aura pas à créer d'État juif. Et si on les considère comme des citoyens de zone B, ben on retombe dans une situation d'apartheid
dans laquelle se trouvent eux-mêmes les Juifs. Donc on n'a rien fait. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas le Big Bang. D'abord, c'est pas une opération de com, parce que si c'était une opération de com, eh ben, il n'y aurait pas eu de second congrès, troisième congrès, quatrième congrès, cinquième congrès. Il n'y aurait pas eu toutes ces institutions qui ont été créées et qui ont donné naissance à l'État juif. Donc, c'est pas un coup de com, mais c'était quand même un pari sérieux. Et la mort d'Herzl, la mort prématurée en 1904, a aussi causé un sentiment d'échec. Où ira le sioniste? On va aller. N'oublie pas qu'en 1903, David, Herzl, qui est désespéré de ne pouvoir négocier la Palestine aux mains du sultan ottoman, va proposer, sous l'égide des Britanniques, l'Ouganda. L'Ouganda, c'est une terrible crise. Et Herzl proposera l'Ouganda et va mourir à cause de l'Ouganda. Il va mourir à cause de cela. Parce que lorsqu'il est certain d'avoir trouvé la solution pour les Juifs persécutés, il se dit, prenons l'Ouganda en attendant de recevoir un jour la Palestine. Au moins, il y aura un État refuge pour les Juifs. Eh bien, les représentants russes se lèvent, ils sont minoritaires, ils se lèvent, et ils quittent le Congrès. Ils quittent le Congrès. Donc, vous voyez, Herzl a le cœur brisé et son cœur lâchera en 1904, en juillet 1904, abandonné un peu et il ne comprendra pas pourquoi on a refusé son projet. Donc, tout ça, c'est pas évident, vous voyez. Alors, justement, on a utilisé le mot sionisme une bonne dizaine de fois. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur l'étymologie du mot sionisme? Moi, dans ma tête, c'est le mot sion, c'est le Hartzion. Ça fait référence directement au Tanakh. Donc j'imagine que les sionistes sont des croyants. Au moins au Tanakh, sont des croyants à cette terre qui appartenait aux Juifs il y a 2000 ans, au moins au niveau historique. Oui, alors vous avez raison de dire que le sionisme, c'est le retour à Sion. Sion désigne Jérusalem, et même les Juifs les plus assimilés estimaient que la Palestine, ça s'appelait comme ça avant que ça s'appelle Israël, était la terre historique où les Juifs devaient retrouver une tradition. Quand vous dites croyants, je ne suis pas sûr que tous les sionistes croyaient en Dieu, mais plutôt ils croyaient plus dans l'histoire éternelle du peuple juif et sa relation avec une terre et sa situation d'exil qui avait transformé le juif de la Bible, le juif combattant, le juif souverain sur sa terre, en un juif du ghetto qui parlait ce qu'on appelait le jargon, un yiddish, une langue qui est un peu mélangée comme ça. Mais c'était sûr que dans le cadre, si vous voulez, de l'émancipation du juif, c'est-à-dire de la création la naissance d'un nouveau juif, ce juif devait retrouver sa terre, retrouver le travail sur sa terre, le travail de la terre, revenir à ses racines, et ses racines ne pouvaient être qu'en terre juive, la terre d'Eretz Israël, ou ce qu'on considérait à l'époque comme la Palestine. Il y a une remarque d'un commentaire, d'un spectateur. J'invite nos téléspectatrices, téléspectateurs à écrire en commentaire parce qu'on peut afficher les commentaires sur l'écran. David, je vous lis. Funny but true. Moi aussi, je l'aurais quitté si on m'avait proposé l'Ouganda. Écoutez, vous savez que il n'y a pas eu que l'Ouganda pour répondre à cette dame. Il n'y a pas eu que l'Ouganda. Je rappelle aussi, ça on l'oublie, que le baron Maurice de Hirsch avait créé une organisation, il avait investi énormément d'argent pour installer des Juifs en Argentine. Et il avait acheté des terres et il avait voulu transformer une partie de la communauté juive de Russie en cow-boy. et des terres avaient été achetées et des structures avaient été construites pour les Juifs en Argentine. Je rappelle que tous les Juifs argentins sont issus de cette initiative du baron Maurice de Hirsch. Il avait créé la PICA, l'ICA, pardon, et il avait transféré quelques milliers, plus de 10 000 Juifs en Argentine. Et au bout de quelques années, cette initiative s'est soldée par un échec relatif parce que pas beaucoup de Juifs ont pu s'implanter et surtout sont devenus des cultivateurs et des agriculteurs et des cow-boys. Dans tous les cas, le judaïsme argentin, c'est un judaïsme qui a été transféré de la Russie, toujours dans ce même souci d'essayer d'améliorer le sort des Juifs qui étaient persécutés. En fait, quand vous me demandez d'où vient le sionisme, il y a pas
vous parlez de croyance, mais je crois que déjà vous anticipez un peu avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour l'instant, je te parle dans la fin du 19e et début du 20e siècle, il s'agit de sauver la démographie juive. Vous savez, David, il faut aussi se rappeler que 80% des juifs dans le monde résident dans l'empire de Russie, qui comprend la Pologne, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, etc., etc. L'empire russe, c'est 80% du peuple juif. Et les 20 autres pourcents, ce sont les autres pays. La France, l'Amérique et l'Afrique du Nord et l'Empire ottoman et je ne sais pas quoi encore. Mais le gros du peuple juif, la démographie, ces années-là, jusqu'à l'assassinat du tsar, c'est 80% du peuple juif qui se trouve en danger. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit parce qu'on n'en a pas parlé, à partir de 1880-82, il va y avoir une révolution démographique au sein du peuple juif. 100 000 juifs vont quitter la Russie chaque année pour aller s'installer dans ce que j'appelle la terre promise. Et David, la terre promise, c'est pas Eretz Israël, c'est pas la Palestine. La terre promise, c'est essayer, c'est là où coule pas le lait, le miel, mais les dollars, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Beaucoup de juifs n'arriveront pas en Amérique. Beaucoup de juifs s'arrêteront par manque d'argent, manque de moyens, manque de papier, s'arrêteront à Vienne, s'arrêteront à Berlin, s'arrêteront à Paris. Donc tous ces juifs-là, parce qu'ils n'auront pas les moyens de traverser l'Atlantique. Mais le sionisme, au départ, c'est surtout et avant tout construire une terre de refuge pour les juifs qui sont persécutés. D'ailleurs, même les personnalités comme le rabbin Zadok Khan, le grand rabbin de France, qui adhèrent au sionisme, qui aident Herzl eux-mêmes considèrent que les juifs de France ne sont pas concernés par une immigration un jour en Palestine. Ils disent, nous, on est sionistes parce que, par philanthropie, on veut aider les juifs. Et d'ailleurs, même le baron Edmond Rothschild, qui va sauver les premières colonies agricoles, comme Rishon LeZion, comme Zichron Yaakov, comme Rosh Pina, comme Yesod HaMa'ala, comme Maskeret Batia, peu importe. Ils ne le font pas par sionistes dans le sens où vous l'entendez, c'est-à-dire créer un État. Ils le font parce qu'ils estiment que les juifs russes sont persécutés, qu'il est utile qu'ils apprennent le métier d'agriculteur, qu'il faut leur donner un lopin de terre, qu'ils travaillent, qu'il faut qu'ils gagnent leur vie. Et comme ça, les juifs seront heureux. C'est pas du tout dans un esprit de fonder même un État, mais de trouver au moins une terre de refuge. On parle d'une terre de refuge et pas d'un foyer national juif. Ça viendra à partir de la déclaration Balfour. Alors, avant de revenir au congrès sioniste, la situation en terre d'Israël, elle en est où? Ça veut dire que, j'imagine, comme on lit dans les livres, les marécages, la famine, le choléra, les maladies, etc. Est-ce que c'était pas fuir un problème pour en retrouver un autre? Écoutez, ça dépend à quelle période, mais c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, et d'ailleurs, si on parle Herzl viendra une fois en Palestine en 1898, c'était en octobre, il me semble. D'ailleurs, il ne vient pas pour visiter les colonies agricoles, il n'en a rien à faire des colonies agricoles. Herzl ne croit pas du tout dans ce sionisme qu'on appelle le sionisme pratique, concret. Vous savez, dès le premier congrès sioniste, il y a une division en trois groupes sur le sionisme. Et pour Herzl, le sionisme doit être un sionisme diplomatique. Il doit essayer d'obtenir par voie diplomatique le rachat de la Palestine. Et par voie diplomatique, faire reconnaître aux grands des nations, et il le fait d'ailleurs, le droit aux Juifs un jour d'avoir leur propre pays. Il y a aussi, donc ça c'est le sionisme d'Herzl. Il y a le sionisme pratique, dont les quelques colonies agricoles qui s'installent à la fin du 19e siècle, et vous avez raison qu'elles vont souffrir, mais c'est terrible. Il n'y a qu'à se rendre au cimetière de Zichron Yaakov et de voir le nombre de petites tombes sans nom. C'est des tombes d'enfants qui ont été décimés par la malaria. Et je parle de Khadera, ça a été aussi l'hécatombe, et la malaria, le typhus qui se répand. Il y a des épidémies de choléra. Mais la situation en Eretz Israël à la fin du XXe siècle
à la fin du 19e, et début 20e, jusqu'à ce que les Anglais arrivent, une situation apocalyptique. Herzl raconte dans ses carnets le voyage qu'il entreprend à Jérusalem, mais c'est une ville qui est une ville remplie de mendiants, une ville où les égouts coulent dehors, où il y a une puanteur sans. Enfin, vous savez, on a du mal à se rendre compte, mais c'est une vie, c'est du Moyen-Âge, même pas la fin du Moyen-Âge, je parle du début du Moyen-Âge. On vit, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des juifs qu'on appelle le Yishuv Hayashan, le vieux Yishuv, qui sont là parce qu'ils viennent en Terre Sainte, dans les 4 villes saintes, Jérusalem, Tibériade, Tzfat et Hebron, qui viennent étudier la Torah et qui ne veulent pas travailler, parce que comme vous savez, le travail c'est profane. Quand on vient dans une ville sainte, il faut avoir que des occupations saintes. Donc ils étudient la plupart du temps et ils vivent de mendicité, ce qu'on appelle la chalouka, c'est-à-dire qu'ils envoient des délégués dans les communautés juives du monde entier et ils ramassent de l'argent qu'ils distribuent avec des comités. Et les premiers sionistes qui arrivent crient au scandale parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que des juifs vivent entre guillemets comme des parasites et ne fassent rien. Donc c'est vrai que les premiers sionistes vont être choqués du comportement des membres de ce qu'on appelle le Yishuv Hayashan, qui eux, le Yishuv Hayashan considèrent que ces sionistes qui veulent construire un État violent les promesses divines, violent les desseins de Dieu, et donc vont s'opposer au mouvement nationaliste qui, en plus, devient de plus en plus laïque et devient socialiste. Voilà. Donc, je vais mettre en commentaire un débat que vous avez fait avec le Rav Ethan Fison, justement sur ces sujets-là, sur la Torah, l'étude de la Torah, le travail en Israël, etc., sur le sionisme. Je vais la mettre en commentaire, Bezrat Hashem. Pour revenir un petit peu au congrès sioniste mondial à Bâle, vous connaissez le dicton où on met 2 juifs ensemble, il y a 3 idées. Là, on met 200 juifs de gauche, de droite, des religieux, des pas religieux, des Russes, des Français. J'imagine qu'il y avait aussi quelques personnes du monde séfarade. Comment on organise ça? Comment on peut tous sortir de là-bas et dire ça y est, on a un objectif? Parce que moi, j'ai cette feuille-là. Voilà, celle-là, pardon. C'est là où, entre guillemets, c'est le programme de Bâle. Ça a été comment on appelle ça, le résumé final de Bâle. C'est, je rappelle, la promotion de l'établissement en Palestine d'agriculteurs, artisans et marchands juifs, la fédération de tous les juifs en groupes locaux ou nationaux en fonction des lois de leurs différents pays, le renforcement du sentiment juif et de la conscience juive, et toute mesure préparatoire à l'obtention des accords gouvernementaux qui sont nécessaires à la réalisation de l'objectif sioniste. Écoutez, voilà. Comment on arrive de là à là? Non, encore une fois, j'ai oublié, je n'ai pas eu le temps de dire qu'il y avait aussi un 3e courant sioniste entre le diplomatique et le pratique. Il y avait le courant spirituel qui était représenté par un écrivain très célèbre qui s'appelle Echad Ha'am, Asher Ginsberg. Je disais que il y avait donc 3 idéologies différentes qui se sont même opposées, des fois même avec extrêmement de fureur, et que ces 3 idéologies, c'est-à-dire recréer un sens spirituel, agir dans des efforts diplomatiques et construire en même temps pratiquement, c'est-à-dire construire des villages agricoles et des villes, ces 3 paramètres se sont en fin de compte réunis parce que c'est ce qui s'est passé. Il y a eu d'abord la création de l'Université hébraïque de Jérusalem qui était comme la réalisation d'un rêve de sens spirituel. Vous avez eu le développement de kibbutzim, et avant de colonies agricoles. Donc c'était le sionisme pratique qui essayait de créer des villages pour justement un futur pays. Et vous avez l'action diplomatique, tout d'abord d'Herzl et plus tard de Chaim Weizmann, qui va prendre la suite, si vous voulez, d'Herzl à la tête de l'organisation sioniste, et qui va dialoguer avec tous les pays et qui va être extrêmement pris au sérieux par le plus grand empire du monde, l'empire de Sa Majesté, qui détient le tiers du monde, l'Inde, le Pakistan. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais surtout à partir de décembre 1917, qui détient aussi la Palestine.
Bien et sûr. qui, un mois avant la conquête de la Palestine, émet une déclaration officielle au nom du gouvernement de Sa Majesté qui donnera, qui engage le gouvernement de Sa Majesté à fournir tous les efforts nécessaires pour la création d'un foyer national juif. C'est une avancée diplomatique. Ça, c'est un bing bang. Ça, Le congressionniste, mais c'est aussi un bing bang d'un point de vue diplomatique. Si Herzl avait vu ça, il aurait été très ému. Parce que là, c'est la première fois qu'il y a une reconnaissance d'une énorme puissance. il y a plusieurs questions. Je vais poser en premier ma question. Et le Rav Kook dans tout ça, parce qu'on a parlé du sionisme, on va dire religieux. Moi, quand on me dit rabbin sioniste, bah, ça sonne chez moi Rav Kook tout de suite. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que le Rav Kook était présent au premier congrès sioniste mondial ou à ces prochains congrès sionistes mondial, et quelle était sa place un petit peu dans toute cette affaire? Alors, comme j'ai vu que vous aviez une kippa crochetée, et c'est le cas de beaucoup de francophones, et évidemment, la question de cette symbiose, ce nouveau mouvement qui est né entre la pratique religieuse, le monde orthodoxe et le sionisme, donc ce qu'on appelle le sionisme religieux, c'est une question pertinente et je vais essayer d'expliquer mon point de vue. Tout d'abord, effectivement, il y a eu quelques rabbins qui ont compris qu'il se passait une révolution au sein du peuple juif, une révolution idéologique. Au-delà. Mais pour tout vous avouer et pour être franc avec vous, David, ils n'étaient pas nombreux. Et pourquoi je dis ils n'étaient pas nombreux? Parce qu'ils ont tous des noms de rues, à Tel Aviv d'ailleurs, ou à Jérusalem. Et je les connais, c'est presque sur les doigts d'une main, le Rav Elkalai, Kalicher, Moliver, le Rav Kook évidemment. Oui, un peu plus tard, mais disons que quand le Rav Kook est venu à Yafo puis à Jérusalem et qu'il a lui aussi ouvert sa yeshiva et commencé à organiser son mouvement, ça n'a jamais été un mouvement de masse. Il avait même l'impression à sa mort, il est mort en 1935, à 70 ans, qu'il avait échoué en fait dans son entreprise. C'est l'impression que lui-même ressentait, qu'il avait échoué à faire accepter cette symbiose entre deux mouvements qui s'affrontent, parce que les orthodoxes disaient mais les sionistes c'est des mécréants, c'est des laïcs, c'est des incroyants. Et lui disait mais oui, mais pour construire le temple il faut des maçons. Et c'est pas des rabbins qui vont construire le temple. Il faut des maçons. C'était sa grandeur. Et puis il savait. Et même les laïcs, lorsqu'il a fait sa tournée des colonies agricoles, les gens lui ont dit mais qu'est-ce que tu es venu pour qu'on t'écoute? Et il a dit non, je suis venu pour vous écouter. Ouais, c'était sa grandeur. Mais effectivement, il a ouvert la voie, il a été le départ de la naissance d'un mouvement idéologique qui était ultra minoritaire. Ultra minoritaire. Alors, toutes les aliotes, on me pose la question du Baal Shem Tov, question de Sophie Toledano. Quel lien faites-vous avec l'aliote des Gaon de Vilna. Je peux en citer d'autres, du rabbin Yeriel de Paris avec 200 rabbins, etc., étaient des aliotes spirituelles. Elles n'avaient pas pour objectif de créer un État, de fonder des institutions. Elles étaient mues, si vous voulez, par des considérations spirituelles, considérant que l'accomplissement des mitzvot et de l'étude de la Torah était bien plus sacré et sanctifié lorsque ces mitzvot étaient pratiqués dans la terre d'Israël et que l'étude de la Torah était effectuée dans la terre d'Israël. Mais elles n'avaient pas l'objectif de ramener une souveraineté pour le peuple juif en terre d'Israël. Personne ne parlait de ça. D'abord, l'Empire ottoman, s'il avait entendu un discours comme ça, il aurait coupé la tête à celui qui l'aurait émise comme idée. J'ai lu récemment une biographie de 900 pages sur Eliezer Ben Yehuda, qui lui était très sioniste bien avant Herzl, évidemment, parce qu'il a commencé à parler l'hébreu dans les années 1880, 81, 82, l'hébreu courant, et qui voulait remettre l'hébreu justement comme une partie de la renaissance nationale du peuple juif. Et il était extrêmement prudent quand il parlait de la renaissance nationale, de la résurrection nationale, parce que jusqu'en 1917, l'Empire ottoman
Et là, il est présent, il censure les publications. D'ailleurs, on ne peut pas publier comme ça, hein, il faut l'autorisation de l'administration à Istanbul. Et personne n'ose parler d'une quelconque souveraineté indépendante, nationale pour les Juifs. C'était se mettre en danger. Bon, voilà, c'est pas. Alors, bien sûr, toutes ces aliotes-là, elles ont eu leur importance, mais encore une fois, elles sont venues. Je vais essayer de paraphraser. Les gens venaient pour mourir, hein. Ils venaient pour étudier et pour mourir en Terre Sainte, pour se faire enterrer en Terre Sainte. Ils venaient pas pour reconstruire une nation, un pays avec l'aspiration de ce qui s'était passé pendant la Bible, pendant le Tanakh. Alors, un des engendrements les plus importants de tous ces instituts, de tous ces congressionnistes, ça a été trois, d'après ce que j'ai compris de ma lecture de cette histoire-là, ces trois institutions qui ont fondé l'État juif. Je parle du KKL, du Keren HaYesod et de l'agence juive de la Sornout HaYehudit. Pour moi, et là j'attends que vous m'aidiez à préciser un petit peu tout ça, le KKL, bah, c'est des terrains, c'est planter des arbres, c'est... Non. Je finis, là. Oui, mais d'accord. Parce que je pense que je me trompe sur les trois. Non, vous ne trouvez pas, mais il faut juste, quand vous dites KKL, après on en parlera de ce que vous venez de dire. Donc KKL, les terres, le Keren HaYesod, la première banque d'Israël, les gens peuvent faire des échanges comme ça. Mais encore une fois, j'attends de votre part que vous m'aidiez à préciser ça. D'accord. Et la Sornout, l'agence juive, j'allais dire le premier ministère des Affaires étrangères israélien, juif. Voilà. Bon, alors il est vrai que les congressionnistes ont engendré des institutions, des organisations qui vont eux-mêmes engendrer une structure qui n'est pas encore officielle, qui seront les structures du gouvernement israélien plus tard. Alors, la première chose qui a été faite, c'est une banque d'abord, une banque anglo-palestinienne. On va peut-être revenir au KKL. Le KKL, en fait, c'est un fonds national juif, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui était une idée d'un professeur de mathématiques qui s'appelait Zvi Hermann Shapira, mais il ne l'a pas concrétisé. Ça a été créé en 1901. On va y arriver, les amis. On va y arriver. KKL, pour ceux qui veulent un peu la traduction, c'est Keren Kayemet les Israël. Voilà. Il y a une question de Sophie Toledano, une belle remarque de Sophie que je vous fais apparaître sur l'écran. Pas d'accord des obus des rassemblés à nouveau à Israël sur sa terre pour permettre l'apparition de la Géoula, donc une Hatzmaout. Oui, en fait, ce qu'il dit David, c'est que c'est des gens qui sont venus. Voilà, je suis là. Voilà. Oui, pendant ces pauses-là, je peux dire ce que je veux sur vous. Ce fonds qui a été créé en 1901 avait un ultime but, un seul objectif. Acheter des terres le plus possible, à n'importe quel prix, d'ailleurs grâce à Ossiskin, pour plus tard, lorsque l'État serait créé, qu'on ne puisse pas nous dire vous avez volé les terres. Vous êtes emparés des terres comme des voleurs. Et donc le KKL, jusqu'à la création, jusqu'à la guerre d'indépendance, achète des terres. Mais comme on ne sait pas où seront les frontières, le KKL achète des terres un peu partout. Donc nous avons des terres en Syrie, nous avons des terres au sud Liban, nous avons des terres en Jordanie, nous avons des terres peut-être en partie en Égypte. Certificat d'achat. Après le KKL, vous avez raison, après le KKL, après la guerre d'indépendance, on a conquis une certaine partie des terres par la guerre et nous avons acheté des terres. Donc on n'a plus besoin du KKL vraiment parce que ça y est, les terres, les frontières plus ou moins sont définies, pas reconnues mais définies. Et donc après, le KKL va se consacrer à planter des arbres. Pas par souci d'écologie, parce que c'est pas encore dans la conscience universelle, mais surtout parce que nous avons des vagues d'immigration de juifs qui viennent de pays d'Orient, qui n'ont pas de qualification, il faut leur donner du travail, on ne peut pas les laisser comme ça à mourir de faim. Et donc, le KKL va s'appliquer à planter des forêts, qui d'ailleurs sont plantées dans des lieux qui sont problématiques, qui sont à la frontière. Justement, le fait de planter des arbres, ça veut dire que
on fixe une certaine frontière. Les forêts du KKL ne sont pas plantées de façon aléatoire. Voilà, elles ont aussi un but sioniste de fixer aussi des frontières. Mais on va en parler aujourd'hui parce que le KKL aujourd'hui a une très très mauvaise réputation. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Mais on en reparlera juste après. Le KKL, c'est Keren Kayemet l'Israël, donc c'est un fonds. Le Fonds national juif, oui. Mais le Keren Hayesod est aussi un fonds. Alors au départ, Herzl va créer une banque qu'il va appeler la banque anglo-palestinienne. Il sera d'ailleurs très critiqué, notamment par un juif très célèbre qui s'appelle Bernard Lazare, qui était un juif anarchiste, sioniste, qui écrit une lettre à Herzl en disant je n'ai pas adhéré au mouvement sioniste pour créer une banque juive. Non, mais c'était pas facile à l'époque. C'était pas facile. Voilà. Et plus tard, évidemment, comme vous l'avez dit, en 1920, donc, on crée une association qui va centraliser, si vous voulez, tous les dons des communautés juives pour aider justement les colonies agricoles, aider à l'immigration. Et le Keren Hayesod va avoir une énorme importance dans la création de localités, dans les différentes vagues d'immigration. Ils vont aider énormément de juifs à s'intégrer, à immigrer. Et donc, c'est un rôle très important. Donc, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect achat de terrain, et vous avez raison, la troisième côte, c'est l'agence juive, qui est en fait une association politique et qui va devenir petit à petit un mini-gouvernement en exil parce que le peuple n'a pas encore créé d'État. Et donc, c'est effectivement, au sein de l'agence juive, il y aura des personnalités qui devront représenter l'organisation sioniste, mais à la tête de l'agence juive, très rapidement, ce sera David Ben Gourion, et c'est lui qui deviendra aussi Premier ministre, quand l'agence juive va évoluer et va engendrer un gouvernement en 1948 indépendant. Donc, l'agence juive, en fait, c'est, vous voulez, la représentation politique du mouvement sioniste qui va, après, se transformer, après 48, en une organisation qui va aider les Juifs à faire le pas de l'Alia, le pas de l'immigration. Et ces trois associations sont encore présentes, on les appelle des institutions étatiques. Elles sont toutes l'une à côté de l'autre, rue Keren Hayesod, à Jérusalem. Elles sont encore présentes, rue King George, l'une à côté de l'autre, parce que chacune, alors évidemment, au fil du temps, encore une fois, elles ont modifié leurs objectifs parce que, encore une fois, très peu de terrains maintenant sont à vendre. Il n'y a que 7% des terres qui sont privées en Israël. 93%, c'est entre le KKL et les terres qui ont été conquises. Donc maintenant. D'où la mauvaise réputation du KKL, où on se dit que c'est une association qui aurait dû s'éteindre avec la création de l'État d'Israël une fois qu'il y avait des frontières pour laisser l'État décider. Il y a une question, et je pense qu'elle se rejoint un petit peu avec ça, une question de Feni Trou. Est-il vrai que ma maison achetée il y a 50 ans, j'imagine, il ne voulait pas dire 5 ans. 5 ans. Non, c'est possible 5 ans aussi. Oui, parce que comme vous savez, nous ne sommes pas propriétaires de la terre, en tous les cas, en tant que particulier. Ce sont des baux amphithéotiques, donc c'est pour 49 ans ou pour 99 ans. Donc, quand vous achetez un terrain en Israël ou vous achetez un appartement, tous les 49 ans, eh bien, il faut renouveler votre bail. Effectivement, je l'ai dit, 33% des terres israéliennes, j'enlève le Negev, excepté le Negev, appartiennent encore jusqu'à aujourd'hui au KKL. Donc oui, la réponse est oui. Vous avez acheté un appartement sur une terre qui a été achetée par le Fonds national juif. Voilà. Il y a une boîte bleue qui a été chez moi depuis que je suis né, je l'ai toujours vue à la maison. C'est une boîte que je croise quand je vais chez le Rav Cherki, quand je vais chez le Rav Yoel Ben Arouche. C'est une boîte que j'imagine dans ma tête à moi qui a été partout dans le monde où les gens faisaient des dons pour Israël. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire cette historique de cette boîte bleue? Alors, l'idée a été trouvée par un banquier, je ne sais pas plus si c'était en Allemagne ou en Autriche, et il a eu cette idée géniale puisque les Juifs donnaient de l'argent dans des boîtes de tzedaka, il s'est dit on va faire, ça c'est un vrai
coup de com' cette fois-ci. On va, on va populariser le don de tzedaka et l'orienter vers le KKL. Et c'est vrai que cette idée-là a fait fureur quand on pense que dans les ghettos en Pologne, il y avait des boîtes bleues encore. Les gens continuent à donner malgré la pauvreté dans le ghetto. Et c'est vrai que cette boîte est devenue un symbole. Et vous avez raison de dire que jusqu'à notre enfance, cette boîte bleue, bon, moi, maintenant, elle est un peu moins. Maintenant, on peut On est par beaucoup, Internet, on peut faire des parce dons, que les FPL ont été faire obligés des de tirer dons. et de gagner. Et puis maintenant, vous avez une floraison d'associations qui se sont aussi développées. Elles ne font pas concurrence au KKL, mais vous avez la Magen David Adom, qui n'est pas moins important. Vous avez le Bet Halochem pour les soldats. Vous avez Zaka, vous avez Atzala, Igouda Atzala, etc. Donc maintenant, si vous voulez, il y a énormément d'associations qui s'adressent voilà, Aux généreux donateurs. voilà, le financement de dons a aussi évolué avec la technologie, avec les moyens d'information et de publicité. Mais c'est vrai que ça a été pendant longtemps, si vous voulez, le moyen où les gens mettaient une pièce tous les jours, comme on le faisait doit le faire pour la tzedaka. Question un peu politique, mais si vous voulez pas répondre, ne répondez pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait fermer le KKL, le Keren Hayesod et la Sornout et laisser ça en fait à l'État, avec des gens qui ont été votés, qui ont été élus pour réaliser un projet démocratique, parce qu'en fait, ce qu'on reproche aujourd'hui au KKL, au Keren Hayesod, etc., c'est un peu ces élections internes de projets internes du futur d'Israël, sans prendre en compte tout à fait la réalité du terrain au niveau démographique et démocratique. Écoutez, je ne veux pas me prononcer sur la fermeture de telle institution. Je pense que l'Agence juive fait un travail formidable en France et dans le monde, là où elle se trouve, pour informer, préparer les juifs à l'Aliyah. Et il me semble que c'est une institution, même si personnellement je n'ai pas eu l'occasion de la connaître, moi-même de la pratiquer, je n'ai pas fait mon Aliyah avec l'Agence juive, mais je crois que c'est une association très très importante. Le Keren Hayesod ramasse énormément de fonds pour aider des juifs qui sont en Israël et qui ont besoin de ce financement. Et le KKL continue à exercer plutôt à réaliser plutôt des projets qui sont formidables, que ce soit dans les bases de soldats, à la bordure de la bande de Gaza. Non, je ne suis pas du tout d'avis qu'il faut fermer ces institutions. La question qu'on devrait se poser, c'est comment doivent-elles être dirigées? Qui doit les diriger? Et qui alors tout ce système d'élection par parti politique, tel parti politique prend le KKL, l'autre prend l'agence juive et le troisième prend. Ça me semble être un système qui est un système anachronique. Parce que ces institutions jouent un rôle très important aujourd'hui. Elles réalisent des projets extrêmement impressionnants, mais il me semble qu'elles devraient passer sous la condition de, entre guillemets, institutions étatiques, elles devraient être intégrées dans des ministères de l'État et elles devraient être dirigées par des hauts fonctionnaires sans appartenance politique, mais des fonctionnaires qui devraient diriger ces associations-là pour réaliser les objectifs qu'elles se sont donnés. Elles devraient être dirigées non pas politiquement, mais professionnellement. Je crois que c'est là que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est là que peut-être nos opinions se rejoignent. Non, moi j'ai juste, quand on me dit hauts fonctionnaires, j'imagine tout de suite la France avec les hauts fonctionnaires français et je vois ce que ça a donné. Je suis pas tout à fait pour. Mais ne rentrons pas dans ce débat, on fera un autre débat si vous voulez, plus débat avec David sur ce genre de sujet. Une autre question de Feni, Trou, pourquoi les juifs américains sont-ils supporters du sionisme mais pas de leur propre aliyah? Pour la même raison que la majorité des juifs français sont super sionistes, mais ils font pas leur aliyah. Parce que si on a 1000, 2000 ou 3000 juifs de France qui quittent chaque année la métropole, on ne peut pas parler d'une grande majorité qui quitte la France dans la direction israélienne.
pour des raisons, pour des conditions matérielles, parce que c'est difficile de quitter un pays quand on est installé, quand on connaît la culture, quand on connaît la langue. C'est facile de dire venez, c'est très facile de dire venez en Israël, mais tout le monde sait que quand on vient en Israël, on s'arrache à une culture, à une langue maternelle qu'on a connue, à une mentalité qu'on a connue, et on arrive dans un pays qui est un pays qui n'est pas facile à vivre. Les Israéliens ne sont pas faciles à supporter. Je parle en connaissance de cause, ça fait 42 ans que je suis là, j'entame ma 43e année. Et la langue n'est pas difficile, n'est pas facile aussi à acquérir. La culture aussi. On n'a pas été à l'école israélienne. Il y a des pans de culture qu'on rate. Et il y a des Et on va les aider. On va les aider. Pardon. On va les Oui, aider. oui. Non, bien sûr, heureusement, il y a des associations qui aident et c'est très important de faire l'ALIA, mais c'est pas facile. C'est pas facile de faire son ALIA, c'est pas facile de s'intégrer. David, on sait combien de gens arrivent en Israël. Ce qu'on ne sait pas, c'est combien en repartent. On va recevoir dans quelques semaines, on va recevoir dans quelques semaines une responsable de la ALIA à Jérusalem. Et on va justement discuter de tout ça. Et la personne à qui il faudrait demander pour avoir aussi ce genre d'informations, ce sont les transporteurs, ceux qui amènent les conteneurs en Israël. Oui. Il faut leur poser la question combien ils en ramènent, parce que eux sont les indicateurs. Parce qu'il n'y a pas d'indicateur combien de familles juives ou de juifs retournent en France ou dans d'autres pays après l'échec de leur alia. Le sionisme en 2025, c'est faire sa alia, ou c'est, j'allais dire, regarder les informations par rapport à ce qui se passe en Israël et avoir un haut le cœur à chaque fois qu'il se passe quelque chose, etc. C'est faire des dons en Israël, c'est venir en vacances en Israël. Le sionisme aujourd'hui en 2025, c'est quoi? Alors c'est tout ce que vous avez dit, ça englobe tout ce que vous avez dit. Évidemment, l'ultime concrétisation du sionisme, c'est de venir faire son alia, de s'installer en Israël. La personne avec qui vous parlez considère qu'il n'y a pas d'avenir pour le peuple juif, et il n'y a aucun avenir pour le peuple juif en diaspora, en exil. Et c'est pas moi qui le dis. J'avais participé à une immense étude il y a quelques années. Les chiffres des juifs de diaspora sont en constante baisse, en déclin. Il y a environ 10 à 20 000 juifs qui disparaissent chaque année. Alors, heureusement pour nous, ils ne sont pas assassinés ni exterminés, mais ils disparaissent. Ils disparaissent dans la masse à cause de l'assimilation et des mariages mixtes. Donc petit à petit, la diaspora, c'est un phénomène qui est très lent. Hein. C'est pas un phénomène qui va se produire dans les 10 prochaines années, mais c'est vrai que dans quelques décennies, il y aura de moins en moins de juifs en diaspora. Et le seul pays où il y a un accroissement de la population juive, c'est en Israël, évidemment. Et le seul pays où nous sommes sûrs de conserver une culture juive, que ce soit par la langue, par l'enseignement de l'histoire biblique, par le calendrier juif qui est le calendrier d'Israël, bien évidemment, le seul avenir pour le peuple juif, c'est Israël. Alors, on m'a demandé il n'y a pas longtemps, mais ça c'est un ami m'a demandé d'aller parler avec sa fille, qui est en France, et qui va se marier avec un non-juif. C'est lui expliquer l'importance de se marier avec un juif ou de faire la circoncision lorsqu'elle aura un enfant. Mais j'ai dit à cette personne-là, je lui ai dit, tu sais pourquoi j'ai fait mon alia à l'âge de 18 ans? Une des raisons, je ne parle pas évidemment de la Shoah et de l'arrestation de mes grands-parents par la police française, mais une des raisons qui m'a motivé, c'est que je ne voulais pas que mes enfants se marient avec des non-juifs. En France, parce que c'est la majorité. En France, la majorité n'est pas juive. Et j'ai réussi mon pari. En Israël, mes enfants se sont mariés avec des juifs ou des juifs. Voilà, pour moi, c'est ça le sionisme aussi. On a reçu une question au tout début, que je n'ai pas en tête, parce que je voulais la reposer maintenant. On parlait tout à l'heure du procès des Dreyfus, de ces 1000 personnes qui scandaient Free Palestine. Non, mort aux Juifs, mort à Judas. Aujourd'hui, quand on voit Place de la République, Free Palestine, etc., qu'on voit la pression, les tags sur les magasins juifs, on voit des choses tous les jours. Est-ce que j'allais dire, attendez, j'avais préparé la question, est-ce que c'est devenu une terre de refuge? Est-ce que le sionisme a prévu que Israël soit une terre de refuge? Ou est-ce que c'est le bunker des Juifs? Est-ce que c'est l'endroit où on est là pour se protéger entre nous? Parce que
personne ne nous aime et qu'on est un peu, voilà, on est dans notre bunker et on attend que la tempête passe. Et avec un peu de chance, bah, Ezrat Hashem, ils vont se calmer. Bon, Ouais, d'abord, quand on va dans un bunker, on y va 2 ou 3 minutes, 10 minutes maximum, et après on y ressort. Écoutez, Herzl avait déjà posé cette question. Et il avait dit la chose suivante. Il avait dit, l'antisémitisme est une maladie permanente, qu'on soit dans les ghettos enfermés, qu'on soit en dehors des ghettos émancipés ou assimilés. L'affaire Dreyfus lui avait donné raison. C'est l'antisémitisme pour un juif qui était patriote, faisait partie de l'état-major, etc., etc. Donc, Herzl avait diagnostiqué l'antisémitisme comme une maladie permanente, une maladie incurable. Mais il avait surtout dit que si cette maladie prenait des proportions plus importantes, elle constituait aussi un danger mortel pour les juifs. Là, il a une vision 50 ans plus tard de ce qui, l'événement, ou 40 ans plus tard de ce qui s'est passé. Il avait dit si l'antisémitisme s'amplifie, ça deviendra un danger mortel de la même façon que les pogroms entraînent des morts au sein de la communauté juive de l'Empire de Russie. Et donc, il avait dit le seul moyen de se protéger de l'antisémitisme, c'est de se rassembler, de s'unir dans un pays et de combattre l'antisémitisme. Herzl savait que l'antisémitisme ne s'arrêterait jamais. Et donc l'idée, c'était encore une fois, de se rassembler pour mieux affronter le danger. Or, il me semble qu'avec tous les problèmes sécuritaires et tous les morts du 7 octobre et des attentats terroristes et de tous ces soldats qui ont donné de leur vie, nous sommes devenus un peuple qui est capable d'affronter la haine des islamistes, de la haine des terroristes et la haine de ceux qui veulent nous boycotter. Donc pour moi, la solution, si vous voulez, on a souvent dit, et c'est complètement faux, que les juifs allemands, quand Hitler est arrivé au pouvoir, n'ont rien fait, etc. C'est faux, il y avait 100 000 juifs qui étaient fédérés, d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale qui étaient fédérés, etc. Mais quand il y a un tsunami, quand il y a une vague de 30 mètres, qu'est-ce que vous voulez faire? Qui vous voulez combattre? Quand on est submergé par des millions et des millions d'Allemands qui deviennent antisémites forcenés. Donc, la seule solution, non pas d'éradiquer, parce que il y a aucune, on ne pourra jamais éradiquer l'antisémitisme ni la haine des juifs, la seule solution de pouvoir se défendre, c'est de venir en Israël. C'est de constituer un pays, une armée, une police qui est capable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de victimes. Il y aura toujours des victimes de la haine antisémite et il y aura toujours des victimes de personnes qui dénient notre droit à l'existence des Juifs en Israël. Mais on a au moins les moyens de pouvoir riposter, de pouvoir se défendre et d'assurer aussi notre existence. Je ne sais pas si les Juifs, dans certains pays, pourront assurer leur existence à long terme, dans plusieurs générations. En tous les cas, le fait est que certaines banlieues de l'Île-de-France et dans d'autres, c'est vidé de ses Juifs. Donc, vous voyez, la France n'est pas capable d'assurer complètement l'entière sécurité des Juifs. Le sionisme aujourd'hui est devenu une insulte dans la bouche d'énormément de gens. Est-ce que le sionisme peut s'adapter aux autres, peut s'adapter aux autres courants, aux autres religions? Est-ce que le sionisme est pas, j'allais dire, un peu enfermé sur lui-même, dire écoute, nous, notre projet, c'est Israël, c'est les Juifs sur la terre d'Israël. Ce qu'il y a au passage, eh ben, soit il s'écrase, soit il part. Écoutez, David, l'antisémitisme était une maladie qui n'a jamais été prise au sérieux, ni jamais réellement étudiée, et peu d'études avaient été consacrées à ce phénomène jusqu'à la Shoah. Après la Shoah, il y a une floraison de livres sur les raisons de l'antisémitisme, etc. Qu'est-ce qui a conduit à l'extermination des Juifs, etc., etc. Ce que les chercheurs et les historiens et les politiques et les intellectuels ont compris avec la Shoah, c'est que des paroles antisémites qui avaient été prononcées pendant des dizaines et des dizaines d'années avant, pouvaient conduire à des actes terribles, à l'extermination d'un peuple. Et donc, ceux qui sont nés après la Shoah, pendant quelques dizaines d'années, ont été d'une certaine façon protégés, comme moi-même, parce qu'on savait qu'être antisémite, ça voulait dire
peut-être amener les Juifs dans des camps de concentration ou dans des chambres à gaz. Et donc, on s'est fermé, si vous voulez, à toute forme d'antisémitisme. On s'est auto-censuré. Et l'État d'Israël est devenu l'exutoire d'un antisémitisme profond, parce qu'il n'y a aucune raison que les Juifs, comme d'autres peuples, d'autres minorités, n'aient pas droit à avoir leur propre pays. Pourquoi les Hongrois ont eu la Hongrie alors qu'ils faisaient partie d'un empire? Pourquoi les Lituaniens, regardez l'Ukraine, qui est un pays tout neuf aussi, toute minorité nationale, religieuse, ont le droit à un pays, ça peut se comprendre. Mais aujourd'hui, ceux qui dénient notre existence, ceux qui se prétendent antisionistes, je ne parle pas de ceux qui critiquent Netanyahou et qui disent franchement que les Juifs ou les Israéliens ont le droit à un État avec des frontières sûres et reconnues, etc., etc. Ils le disent dans la phrase, ça c'est autre chose. Mais ceux qui dénient le droit aux Juifs à posséder, à construire un État, ce sont des antisémites qui veulent notre mort. On ne va pas retourner en Pologne. Moi, je suis originaire de Pologne et de Lituanie, et on ne va pas retourner en Pologne après ce qui s'est passé, après que les communautés juives aient été effacées. Donc, si on me dénie le droit d'assurer ma propre existence, c'est un combat qu'il faut que je mène. C'est un combat antisémite pour moi. Il n'y a pas d'autre mot. Herzl, dans ce que j'ai entendu de vous, c'était quelqu'un qui voulait beaucoup de diplomatie. Est-ce que non, c'est quelqu'un qui pensait que par la voie de la diplomatie, il arriverait à concrétiser son idée d'État juif. Dans les faits, comme moyen. Dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Mais en parallèle de ça, non, parce qu'il a échoué. Herzl a échoué. Non, il n'a pas réussi. Mais après, on a eu l'accord des Nations Unies. Oui, mais ça a pris 50 ans quand même. Hein. De 1897 à 1947, ça a pris 50 ans. Aujourd'hui, on reproche Israël un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'au niveau militaire, au niveau des faits, etc., dans Israël fait le job, mais au niveau diplomatique, au niveau international, Israël n'arrive pas à s'expliquer. Par exemple, tous ces buts, ces conférences, etc., on les fait, mais on est une centaine. C'est-à-dire, on devrait être des millions à expliquer ce que c'est les Juifs, ce que c'est le rêve sioniste, etc. Comment on arrivait à mettre de côté la diplomatie nationale pour s'occuper uniquement on veut survivre, on met tout j'allais dire dans l'armée et pas dans le ministère de l'extérieur. Est-ce que je veux dire ou pas? Oui, alors tout d'abord, dans la conscience chrétienne, c'est très profond, on est toujours solidaire du faible, de celui qui est plus faible. Et effectivement, quand vous regardez un petit peu la courte histoire d'Israël, jusqu'en 67, on était un petit pays, on n'était pas nombreux, on était entouré de 700 millions d'Arabes qui voulaient nous jeter à la mer, qui voulaient nous exterminer. Le monde entier, je parle du monde occidental évidemment, je ne parle pas du monde arabe, mais le monde entier était avec nous parce que c'était David contre Goliath. Bon, après la guerre de 67, ça a commencé à changer et ça a empiré après la première guerre du Liban en 1982 et ça ne fait qu'empirer. Il y a quelque chose de profondément ancré et un peu déformé dans la conscience chrétienne. Parce que pour le monde chrétien, le monde occidental, le faible a toujours raison. Le faible, c'est celui qu'on doit défendre. Le faible, c'est toujours celui qui est attaqué parce qu'il est faible. Or, nous attaquons le Hamas pas parce qu'il est faible, parce qu'il veut nous détruire. C'est très profond ce que je vous dis. Une fois j'étais dans une auberge, chrétienne qui s'appelle la Maison d'Abraham sur le mont des Oliviers et qui accueille des pèlerins chrétiens. Et je vois une affiche d'un orchestre français qui était venu jouer de la musique classique et il venait pour jouer à Ramallah, à Jenin, à Toul-Karem, à Bethléem, etc., etc. Et je me suis dit, mais pourquoi cet orchestre ne vient pas jouer en Israël dans nos villes périphériques, des villes de développement qui sont faibles? Nous avons aussi des villes qui ont du mal un petit peu à émerger. Hein, je parle, je sais pas, sans vouloir, c'est pas un préjugé, mais Dimona, Migdal HaEmek, Hatzor HaGlilit, il y a des villes où la condition sociale économique des habitants n'est pas extraordinaire. Et j'ai demandé ça à un ami qui est moine chrétien en Israël, et il m'a dit, c'est une maladie chrétienne. Maladie chrétienne. On considère que les pauvres, les malheureux, c'est eux qu'il faut sauver, c'est eux qu'il faut aider, et donc c'est les Arabes.
Ah, c'est pas, les Arabes de Ramallah, il y en a beaucoup qui sont très très riches. Mais c'est comme ça, c'est ancré. C'est ancré. Et l'image qu'on donne, on donne l'image d'une superpuissance qui utilise des tanks pour écraser une révolte de pierre. Bon, le problème, c'est que on dit le monde oriental, c'est l'inverse. Il faut montrer qu'on est fort pour éviter qu'ils essaient toujours de grignoter et de prendre des parts. C'est l'inverse du monde chrétien. Dans le monde chrétien, le faible, il a raison, et dans le monde oriental, c'est le faible qui a toujours tort. Oui, c'est pour ça qu'il y a un proverbe latin qui dit si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Effectivement, il faut arriver dans une situation de dissuasion où, vous savez, c'est pas évident parce qu'on a été aussi piégé par une conception erronée à laquelle on croyait tous jusqu'au 7 octobre en disant on va embourgeoiser le Hamas, on va leur permettre de s'enrichir, on va leur offrir une belle vie, et puis et le pouvoir et l'argent, et puis après ils oseront pas. Bon, c'est pas évident, mais c'est effectivement il faut rétablir ce qu'on appelle notre dissuasion et empêcher de toute initiative contre nous en disant que si quelqu'un essaie de nous attaquer, il sait qu'il y aura des représailles qui seront très très sévères et très dures. Voilà, ça doit être notre force, et notre force doit résider dans la dissuasion, sachant que ça vaut pas le coup d'attaquer Israël. J'aimerais conclure en vous demandant de faire un exercice, j'allais dire, de Dimayon, comment on traduit le Dimayon? Imagination. Le congrès sioniste en 2090, vous avez la parole là-bas, et vous devez expliquer le rêve sioniste en 2080. Bechavod. Écoutez, j'aimerais, parce qu'on n'a pas parlé aussi des échecs du sionisme. On n'en a pas parlé. Et, j'entends avec orgueil, je partage que nous sommes les champions dans les inventions d'armement, des armes, et c'est très important d'avoir une armée forte et d'avoir des missiles qui vont un peu partout. Mais si on avait demandé à Herzl, à Nordau, à Ben Yehuda, est-ce que le rêve sioniste, c'est de produire des armes qui sont ultra sophistiquées pour se défendre des attaques dont nous sommes. Vous voyez, par exemple, tout le conflit israélo-arabe, c'était pas du tout dans la vision des premiers sionistes, on n'en a pas parlé. Mais ils étaient à milieu d'imaginer qu'on serait en guerre perpétuelle avec le monde arabe. Ils avaient d'autres visions pour le monde arabe. Jabotinsky l'avait quand même bien prévu. Un peu plus tard. À partir du moment où les Anglais arrivent et qui commencent un peu plus tard, qu'on commence ces premiers événements en 1920-1929. Mais disons que nation high-tech, oui, mais pas une nation qui produit des armes sophistiquées. Je pense pas que c'était la vision sioniste. Mais là où, pour ma part, jusqu'en 2080, là où est notre échec, si vous voulez, et j'espère que on pourra évidemment améliorer cette situation, c'est que nous n'avons pas encore de frontières reconnues par l'ensemble de la communauté internationale. On ne sait pas quelles sont nos frontières définitives. Vous et moi êtes incapables de dire, après 77 ans d'existence, où commencent nos frontières, où est-ce que se terminent, surtout du côté Est. On n'est pas. Notre capitale, bien sûr que c'est Jérusalem, personne ne conteste ça. Réunifié, bien que de vous à moi, on sait très bien que vous n'allez pas vous promener à Bet Hanina, ni à Jabel Moukaber, vous n'allez pas à Chouafat vous promener. Donc, réunifié, il faudrait peut-être aussi repenser comment on réunifie Israël, Jérusalem pour qu'on puisse aller partout comme dans une ville normale. Mais notre capitale, mis à part les États-Unis d'Amérique de Trump, n'est pas reconnue par la communauté internationale. Nos ambassades ne sont pas à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour que, comme tous les pays du monde entier, nous ayons une capitale, nous l'avons, mais qui soit aussi reconnue par l'ensemble de la communauté internationale. C'est important d'être reconnu, c'est important la reconnaissance. Donc, vous voyez, il y a encore encore un chemin à accomplir pour essayer d'arriver quand même à une situation normale. Et puis, vous savez, je suis un tout petit peu plus âgé que vous. J'aime pas dire que je suis vieux, je me sens encore très jeune. Mais j'étais sûr, moi, quand j'ai fait l'armée, que mes enfants peut-être n'auraient plus besoin de la faire ou quasiment pas, et que mes petits-enfants ne la feraient pas. Bon, j'ai déjà des petits-enfants, ils ne sont pas encore très grands, mais je crains que dans 15 ou 16 ans, ils soient obligés de faire 3 ans plein d'armée, comme l'ont fait mes enfants,
et comme je l'ai presque fait moi quand j'ai fait mon armée. Vous voyez, on était sûr que petit à petit, on arriverait à une paix, même une paix froide avec tous les pays. Ça a commencé avec beaucoup d'espoir en 77 et 79 avec l'Égypte, plus tard en 1994 la Jordanie. On était sûr que ça allait suivre. Même les accords d'Abraham étaient une ouverture qui nous laissait penser que l'Arabie saoudite. Mais vous savez, David, c'est bien beau de faire la paix avec les pays arabes du monde entier qui sont éloignés, comme le Maroc, etc. Nous avons des voisins qui ont des revendications, illégitimes ou légitimes, peu importe, et il n'y a rien à faire. Il faudra un jour trouver un modus vivendi avec ceux qui vivent à côté de nous. Parce que s'ils partent pas, et pour l'instant ils n'ont pas l'intention de partir, je parle surtout en Judée-Samarie, Gaza c'est peut-être une autre affaire, il y a un moment où il faudra arriver à une situation de normalité parce que sinon, ça voudra dire qu'il faudra tout le temps être en guerre. Alors je ne sais pas si nous aspirons tout le temps à avoir des soldats, des enfants qui enterrés dans les cimetières militaires. C'est pas la vision des sionistes, de ceux qui voulaient créer un État pour les Juifs. De voir enterrer des jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans, et de voir fleurir et s'agrandir les cimetières militaires. Donc il y a un moment, j'espère qu'avant 2080, David, donnez-moi espoir. Je ne sais pas si je tiendrai jusqu'à là, ça m'étonnerait. Mais voilà, j'aimerais, dans un futur congressionniste, dire ça y est, nous sommes arrivés avec une normalité, avec nos voisins qui nous entourent, et on peut commencer à investir plus dans la santé, plus dans la recherche médicale, plus dans l'éducation, plus dans le social, plus dans des domaines qui sont importants aussi pour le peuple d'Israël, les Israéliens qui vivent en Israël. David, merci beaucoup d'avoir pris le temps, une heure et demie quand même de cette interview. Avec beaucoup de coupures aussi. Voilà, on arrangera ça au montage, Dieu bénisse. On vous souhaite une bonne soirée et on se revoit à une prochaine interview si Dieu veut, avec grand plaisir. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Je rappelle que je vais mettre dans les commentaires le site de David Shapira pour faire des guides, pour aller visiter avec lui en Israël, pour acheter ses livres. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci au Rod Vekelim d'avoir organisé tout ça. Merci à toutes et à tous dans le monde entier parce que pendant qu'il y avait des coupures, David, j'ai invité aux gens à écrire d'où ils venaient, de Belgique, de Ashdod, du Pérou. Bon, je ne sais pas quelle heure il est au Pérou, mais Dieu le bénisse. Et Reftov. Shalom, shalom.